Une femme a adopté une orpheline, mais en lui donnant le bain, elle a découvert une vérité glaçante. Bonjour à toutes et à tous. Profitez de ces moments de détente pendant que vous regardez. Emily, Madame Emily Smith. Oui, c'est moi. Je suis Abigail Johnson du Centre de protection de l'enfance de Phoenix. Je vous appelle pour vous féliciter. Votre demande a été approuvée. Ma demande? Quelle demande? La demande d'adoption pour une petite fille nommée Mia, âgée de 7 ans. Cela vous dit quelque chose? Oh mon Dieu! Je ne pensais pas que cela arriverait vraiment. Je croyais qu'ils étaient peut-être passés à autre chose. Pas du tout. Nous avons tout examiné attentivement. Mia est une enfant adorable qui a besoin d'un foyer stable. Nous serions ravis que vous veniez la rencontrer ce samedi. Merci. Merci infiniment. Elle a mis fin à l'appel, les mains tremblantes. Lentement, elle s'est enfoncée dans le fauteuil, submergée. Des années à remplir des formulaires, à passer des entretiens, à réussir toutes les évaluations financières et psychologiques, s'accrochant discrètement à l'espoir même quand il s'amenuisait. Et maintenant, ceci, un miracle. Madame Carter, êtes-vous libre ce week-end? Qu'y a-t-il, Emily? Je vais adopter une petite fille. Elle s'appelle Mia. Elle a 7 ans. Emily, tu es sérieuse? Après tout ce temps? J'ai besoin d'acheter quelques affaires, d'aménager sa chambre. Viens-tu faire du shopping avec moi? Bien sûr. Tu vas être une maman formidable. Samedi matin. Le refuge se trouvait dans un quartier plus ancien de la ville, le bâtiment usé par le temps, la peinture s'écaillant des murs. Emily a ouvert le portail rouillé qui a gémi en bougeant. Une jeune membre du personnel l'a accueillie. Bonjour, je suis Grace. Mia est dans la pièce d'un accent grave côté et vous attend. Puis-je la rencontrer maintenant? Bien sûr. Elle est un peu silencieuse, cependant. Allez-y doucement. D'accord. La porte a grincé. Dans un coin était assise une petite fille, calme et immobile, avec des cheveux châtains tirés sur le côté. Ses grands yeux sombres évitaient le contact direct. Bonjour, ma puce. Je suis Emily. J'avais hâte de te rencontrer. Aimes-tu dessiner? Je t'ai apporté une boîte de crayons de couleur. Mia a levé les yeux. Son regard a dévié, mais elle n'a rien dit. Emily s'est assise doucement et a posé les crayons sur la table. Mia a attrapé un verre et a commencé à dessiner un petit arbre. Tu aimes les arbres? Moi aussi. J'ai un petit jardin à la maison. Peut-être pourrions-nous planter des tournesols ensemble. Ça te plairait? Voudrais-tu venir vivre avec moi? Mia l'a regardé longuement. Elle n'a pas parlé mais a fait un petit signe de tête. Madame Emily, il y aura une période d'ajustement de 2 semaines. Si tout se passe bien, la pleine garde sera finalisée d'ici 1 mois. Je comprends. Je lui donnerai tout l'amour que j'ai. Sur le chemin du retour, Mia était assise à l'arrière, serrant un ours en peluche usé. Emily a mis une musique instrumentale douce. Les rues étaient calmes, la brise fraîche d'avril soufflant par les fenêtres légèrement ouvertes. Mia, tu as faim? Un peu. Nous nous arrêterons à la boulangerie de M. James. Ils font les meilleurs croissants de la ville. D'accord. C'était la première fois que Mia disait un mot. Voudrais-tu que ta chambre ait du papier peint avec des papillons ou des étoiles? Des papillons? Alors nous ferons ton petit jardin de papillons. Qu'en dis-tu? J'aime le violet. Parfait. Des draps violets, ce sera ça. Mia a hoché la tête mais a gardé ses distances. Quand Emily a essayé de lui toucher l'épaule, la petite fille a tressailli et s'est reculée. Je suis désolé. Je voulais juste c'est bon. Je vais bien. Mais ses yeux tremblaient. La première nuit, Mia n'a pas pu dormir. Elle est restée immobile, les yeux grands ouverts, serrant fort son ours en peluche. Emily se tenait à l'embrasure de la porte, la regardant. Je vais laisser la veilleuse allumée. D'accord. D'accord. Si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi. D'accord.
Quelque temps plus tard, quand Émilie est retournée dans sa chambre, elle a entendu un doux murmure « Merci, maman ». Le lendemain, Émilie a emmené Mia au parc. « Tu veux essayer les balançoires ? Je veux juste m'asseoir avec toi. » D'accord, asseyons-nous sur le banc. Il y a beaucoup de monde ici. Oui, mais je serai toujours juste à côté de toi. Un petit garçon a couru et a légèrement bousculé Mia. Elle a sursauté, a couvert sa tête, les lèvres serrées. Émilie s'est figée. Ça va ? Je vais bien. Je ne pleurais pas. Tu peux pleurer si ça fait mal. Pleurer, ce n'est pas mal. Non. Si je pleure, ils se fâcheront. Émilie a doucement serré la main de Mia. Personne n'a le droit de te faire du mal. Personne n'a le droit de se fâcher contre toi parce que tu pleures. Mia a baissé la tête. Silencieuse. Dimanche soir. Émilie a appelé Madame Carter. Comment va-t-elle ? Qui ça ? Mia. Oh, Mia. C'est une bonne fille, mais on dirait qu'elle a peur de quelque chose. Elle ne laisse personne lui toucher les mains ou les épaules. Mon Dieu. Peut-être qu'elle a été je ne sais pas, Suzanne, mais il y a quelque chose dans ses yeux. Pas seulement de la tristesse. C'est de la peur. Une peur enfouie jusqu'à l'os. Tu vas lui demander ? Non, j'ai peur de lui faire encore plus de mal. Je veux attendre. Attendre qu'elle me fasse confiance. Le lendemain matin, Émilie a préparé le petit déjeuner. Mia était assise en silence, remuant son lait avec une cuillère. Tu aimes le lait chaud ? Pourrais-tu faire des toasts au miel ? Mia, puis-je te demander quelque chose ? D'accord. Si jamais je fais quelque chose qui te fait peur, peux-tu me le dire ? Tu ne me fais pas peur. Tu es plus gentil que les autres. Quels autres ? Tu n'es pas obligé de le dire si tu ne veux pas. Il y avait quelqu'un qui criait beaucoup et me frappait. Émilie s'est étouffée. Ses mains ont agrippé le bord de la table. Cet après-midi-là, Émilie a emmené Mia à la petite bibliothèque de la ville. La petite fille a choisi un livre intitulé La forêt enchantée. Tu aimes les forêts ? Je rêve d'une forêt toutes les nuits. Personne ne me frappe là-bas. Tu peux continuer à faire ce rêve et un jour nous le réaliserons. Mia a esquissé un petit sourire, un sourire fragile comme la brume du matin. Cette nuit-là, Émilie a placé leur première photo dans un cadre. Elle est Mia assise au parc. En dessous, elle a écrit à la main « Le premier jour de notre nouvelle vie ». Mia, j'ai préparé de l'eau chaude. Prenons un bain et mettons-nous en pyjama. D'accord. Je t'ai acheté un pyjama rose avec des lapins. Tu veux l'essayer ? Non, je ne veux pas me baigner. Il fait chaud aujourd'hui. J'ai juste peur que tu te sentes mal à l'aise. Je ne veux pas. Le premier cri. Mia a sauté de la chaise, a serré son ours en peluche, s'est adossée au mur. Tout son corps tremblait. Mia, ça va, ma puce. Je ne te force pas. Non. Non. Je ne veux pas. Pas aujourd'hui. J'ai peur. Je suis désolé. J'ai juste pensé je ne savais pas que ça te faisait si peur. Je vais me faire mal si je prends un bain. Émilie s'est figée, le cœur battant. La voix de Mia n'était pas forte, mais brisée, presque suppliante, comme si le bain était son pire cauchemar. Qui a dit que tu te ferais mal si tu prenais un bain ? Mia, est-ce que quelqu'un t'a fait quelque chose ? Non, je ne me souviens pas. Juste pas de bain, s'il te plaît. Cette nuit-là, Émilie a appelé Madame Carter. Tu te souviens de l'histoire du bain avec Mia ? Oui. Elle avait peur. Non. Elle a paniqué comme si c'était de la torture. Mon Dieu. Et puis elle a dit quelque chose. Quoi ? Je vais me faire mal si je prends un bain. Suzanne, je commence à avoir peur. Quelque chose ne va vraiment pas. Après près d'une semaine, Émilie a demandé à nouveau. Mia, essayons un bain aujourd'hui. Si tu veux, je m'assierai juste devant la salle de bain et je parlerai. Personne ne te touchera. Tu resteras devant la porte. Oui, je n'entrerai pas. J'essaierai.
Émilie a préparé la salle de bain. Lumière douce, eau chaude, serviette propre. Elle a placé quelques petits jouets en plastique près de la baignoire, espérant que Mia se sentirait en sécurité. Lorsque Mia est entrée, elle est restée immobile, fixant l'eau. Prends ton temps. Maman, si je t'appelle, tu entreras? Seulement si tu dis que c'est bon. D'accord. Émilie était assise dehors, appuyée contre la porte. 1 minute, 5 minutes. Puis une petite voix, maman. Maman, je suis là. J'ai besoin d'aide pour enlever ma chemise. Émilie s'est levée, a doucement entrouvert la porte. Mia se tenait là, les yeux baissés, serrant sa chemise. Me donnes-tu la permission d'entrer? Oui, mais ne tire pas trop fort. Je serai douce. Tandis qu'Émilie défaisait les boutons un par un, elle a marqué une pause. Sous le tissu, elle a vu des ecchymoses sombres devenus jaunes, de faibles cicatrices s'étendant de l'épaule au dos, une marque de brûlure sur son ventre, des points de suture maladroits le long de son flanc comme si quelqu'un avait fait cela dans l'obscurité sans merci. Émilie est restée figée, la gorge serrée. Ce n'était pas des accidents. C'était une carte d'abus. Ne me crie pas dessus, maman. Qui t'a fait ça? Je ne me souviens pas. Je me souviens juste d'avoir eu peur. Avait-il un nom? Qui était-il? J'ai été enfermé dans un placard. Puis ils ont crié. J'ai renversé de l'eau. Ils ont dit que j'étais une ordure. Émilie a serré les poings, essayant de ne pas pleurer. Personne n'a le droit de t'appeler comme ça. Jamais. Cette nuit-là, Émilie a frappé à la porte du docteur Michael. C'était le médecin de famille à la retraite le plus fiable de la ville. Émilie, il est tard. Je suis désolé, mais j'ai besoin de vous. C'est à propos de Mia. Est-elle malade? Vous devez voir ce qu'il y a sur son corps. La petite clinique. Mia était assise sur la table d'examen, recroquevillée. N'aie pas peur, ma chérie. J'ai juste besoin de regarder. Je ne te toucherai pas. D'accord. D'accord. Le médecin a examiné attentivement sa peau. Il n'a rien dit, se contentant d'expirer profondément à chaque blessure. Quand il a eu fini, il s'est tourné vers Émilie. Émilie, ce ne sont pas des accidents. Ce sont des blessures répétées, possiblement sur des mois. Certaines cicatrices ont au moins 3 ans. Oh mon Dieu! Certaines des marques sont distinctives, comme des brûlures de métal chauffé ou des chocs électriques. Que dois-je faire? Le signaler à la police, au centre. Pensez-vous qu'ils me croiront? Mia ne se souvient pas de qui. Elle ne témoignera pas. Je vais tout documenter. Je suis prêt à témoigner si nécessaire. Émilie a quitté la clinique cette nuit-là, Mia endormie sur son épaule. Elle a embrassé le front de l'enfant. À partir de maintenant, personne ne te fera plus jamais de mal. Je te le promets. Le lendemain matin, Émilie s'est rendue au centre de protection de l'enfance. Elle a demandé à voir le directeur, David Thompson. Je suis Emily Smith. Ah, oui. Entrez, je vous prie. Le bureau de David était étrangement ordonné. L'homme d'âge moyen avait une présence imposante, vêtu d'une chemise impeccablement repassée et affichant une expression vide. Je suis ici pour poser des questions sur Mia. Y a-t-il un problème? Le corps de l'enfant est couvert de cicatrices et de blessures, des graves, signes d'abus prolongés. Je comprends votre préoccupation, mais comme indiqué dans les dossiers, Mia a été impliquée dans un accident à son précédent refuge. L'affaire a été traitée selon le protocole. Marque de brûlure, cicatrices de chocs électriques, plaies cousues négligemment. C'est un accident? Madame Smith, si vous avez des inquiétudes concernant notre organisation, je vous recommande de les soumettre par écrit. J'ai d'autres affaires à régler. Vous cachez quelque chose. Je suis désolé, mais je n'ai pas le temps pour des théories émotionnelles. Émilie a regardé David droit dans les yeux. Glacé, vide. Je découvrirai la vérité, même si je dois déchirer tout votre système. Elle est sortie. Il faisait déjà nuit. Mia était assise dans la voiture, jouant avec son carnet de croquis. Émilie a murmuré à elle-même,
personne n'a plus le droit de cacher cette obscurité. Maman, on va au parc aujourd'hui? Tu veux y aller? Le vent, ça m'aide à respirer. Alors nous irons, mais d'abord je dois m'arrêter quelque part. Où? Une clinique. Je dois récupérer tes dossiers d'examen de santé. Ça fera mal? Non, ma puce. C'est juste de la paperasse. Emily, je viens de terminer le résumé. Merci, Dr Michael. Je l'emmène quelque part. Je n'aurais jamais pensé retourner au centre. Oui. Je dois leur donner ça. Au moins, ils doivent savoir que je sais. Emily, soyez prudente. Les gens comme David Thompson ne sont pas simples. Je sais, mais Mia est plus importante. Si vous avez besoin d'un témoin, je suis prêt. Je m'en souviendrai. Merci. En chemin vers le centre, Emily s'est arrêtée dans un petit café. Elle a commandé un expresso et a sorti son téléphone. Bonjour, Charlotte. J'ai besoin d'une faveur. Qu'y a-t-il, Emily? Ta voix est bizarre. Tu te souviens de la petite fille que j'ai adoptée, Mia? Bien sûr. Elle est adorable. Je soupçonne qu'elle a été gravement maltraitée, et le centre pourrait couvrir ça. Mon Dieu, tu as des preuves. Oui. Rapports médicaux, photos de blessures, souvenirs fragmentés de l'enfant. J'ai commencé à enquêter. Je connais quelques personnes qui travaillaient avec David Thompson. Certaines sont parties très soudainement. Je pourrais essayer de les contacter. Merci. Même juste un nom ou une piste aiderait. Laisse-moi une journée. D'accord, j'attendrai. Au centre. Je veux voir David Thompson. Il est en réunion. J'attendrai. 15 minutes plus tard, la porte du directeur s'est ouverte. Madame Smith, j'ai quelque chose que vous devez voir. Toujours à propos de Mia. Ce sont des dossiers médicaux examinés par le docteur Michael, ainsi que des photos de ses blessures. Je veux demander pourquoi toute la section sur l'historique médical de Mia est vide dans le dossier d'adoption. Nous n'incluons que les informations fournies par le refuge précédent. Des détails comme cela ne sont pas toujours entièrement documentés. Non documentés ou délibérément effacés? Je vous suggère d'être prudente avec vos accusations. Je suis très prudente car je protège une enfant blessée tandis que vous semblez protéger un système pourri. Vous insultez l'organisation. Si vous continuez, je pourrais déposer un rapport pour réévaluer vos droits de garde. Je n'ai pas peur et je n'arrêterai pas. C'est mon dernier avertissement. Rentrez chez vous, occupez-vous de l'enfant, et arrêtez de fouiller. Tout n'est pas à votre portée de compréhension. De retour à la voiture, Emily sentit ses mains trembler légèrement. Cette menace n'était pas subtile. Elle est restée silencieuse pendant tout le trajet, serrant fermement la petite main de Mia. Ce soir-là, Emily a examiné les documents d'adoption. Tant de documents étaient signés par la même personne, David Thompson. Même le rapport psychologique initial de Mia ne contenait qu'une ligne, aucun signe de traumatisme grave. Mensonges. Ce ne sont que des mensonges. Elle a ouvert son ordinateur portable et a visité un forum d'adoption local de Phoenix. Après quelques recherches, elle a laissé un message. Quelqu'un a-t-il adopté au centre David Thompson et a-t-il vécu quelque chose d'inhabituel? J'ai besoin de parler. Le lendemain, elle a reçu un message privé d'une utilisatrice nommée Mama Esperanza. J'ai un jour adopté une petite fille nommée Harper dans ce centre, mais après seulement 3 semaines, ils sont venus la reprendre. Ils ont dit que j'avais enfreint une règle, mais on ne m'a jamais dit laquelle. Emily a répondu immédiatement. 2 heures plus tard, elles se sont rencontrées dans un petit salon de thé. Je suis Emily. Et vous? Je m'appelle Aria. Aria Miller. Pouvez-vous m'en dire plus sur Harper? Au début, elle était douce, mais facilement effrayée, surtout si quelqu'un s'approchait trop. Je l'ai emmenée chez un médecin qui m'a recommandé de le signaler au centre. Le lendemain soir, ils sont apparus. Qui est apparu? Un membre du personnel et David Thompson en personne. Il a dit, vous n'aviez pas le droit de chercher de l'aide médicale pour l'enfant sans approbation. Puis ils l'ont emmené. Que s'est-il passé après?
J'ai essayé de trouver des informations sur Harper, mais tous les dossiers ont disparu. Même mes publications sur les réseaux sociaux avec elle ont été supprimées. Avez-vous gardé quelque chose? Oui. Une photo imprimée et cachée. Aria a sorti une photo de son portefeuille. Une fille mince aux cheveux noirs avec des yeux tristes. Emily. Ses yeux ressemblaient exactement à ceux de ta fille. Je sais. Ce soir-là, Emily s'est assise avec Mia dans la salle d'art. Tu aimes colorier? Je veux dessiner. Qu'est-ce que tu vas dessiner? Un chat? Mia s'est concentrée sur son dessin. En rangeant, Emily a trouvé une autre feuille avec une image troublante. Un homme grand tenant un fouet et un enfant sans visage. Mia, qui est-ce? Je ne sais pas. Je l'ai juste dessiné de mémoire. Est-ce quelqu'un qui t'a crié dessus? Je ne me souviens pas du visage, mais ses mains étaient grandes et froides. Emily l'a serré fort. À partir de maintenant, je te protégerai. Personne ne te fera plus jamais peur. Le lendemain matin, Charlotte a appelé. J'ai contacté une ancienne membre du personnel nommée Olivia. Elle a travaillé au centre pendant 3 ans et est partie il y a 6 mois. Va-t-elle me rencontrer? Au début, non. Mais quand j'ai prononcé le nom de Mia, elle est restée silencieuse un long moment, puis a accepté. Quand? Ce soir? Au café près de la place de la ville. Je serai là. À l'intérieur du café, une lumière jaune chaude se reflétait sur le visage fatigué d'une jeune femme. Olivia a jeté un coup d'œil autour d'elle, puis a murmuré, « Je ne devrais vraiment pas vous rencontrer. Je ne vous demande rien d'illégal. Je veux juste la vérité. » Mia était l'un des 3 enfants transférés du refuge Sainte-Anne. Cet endroit a fermé, mais j'ai vu les dossiers originaux. Et tous les 3 présentaient des signes de traumatisme grave. Un enfant a même été hospitalisé avec un os cassé. Pourquoi ces détails ne figuraient-ils pas dans les dossiers d'adoption? Parce que David Thompson a ordonné leur suppression. Les nouveaux dossiers ont été faits par ces gens. Chaque cicatrice, chaque note médicale a été supprimée. Pourquoi avez-vous quitté ce travail? J'ai découvert qu'un garçon avait été renvoyé dans un état critique. Quand j'ai essayé de le signaler, j'ai été réaffecté. J'ai démissionné juste après. Est-ce que quelqu'un a déjà déposé une plainte contre lui? Une femme. Mais elle a disparu du système. Personne n'a pu la retrouver. Mais témoigneriez-vous? J'ai peur. Mais si d'autres s'expriment, je ne resterai plus silencieuse. Cette nuit-là, Emily a ouvert son ordinateur portable. Ses mains tremblaient, mais ses yeux étaient résolus. Elle a créé un dossier nommé Mia, la vérité. À l'intérieur, elle a commencé à tout enregistrer. Photos de blessures, rapports médicaux, témoignages d'Aria, enregistrements d'Olivia. Elle a murmuré à elle-même, « C'est ici que nous commençons, Mia. Je te le promets. Maman, on ne sort pas aujourd'hui? Aujourd'hui, je dois faire quelques trucs sur l'ordinateur, mais ce soir nous planterons des fleurs ensemble. D'accord. Je veux des tournesols. Alors nous planterons des tournesols. Emily a rouvert le forum d'adoption et a posté une question plus détaillée. Quelqu'un a-t-il adopté au centre de David Thompson et s'est-il fait retirer un enfant dans des circonstances peu claires? Veuillez laisser vos coordonnées. J'ai besoin de parler. Moins de 2 heures plus tard, un message privé est venu d'un utilisateur nommé Ethan Cleveland. Ma femme et moi avons un jour adopté une fille nommée Ava dans ce centre. 3 semaines plus tard, ils sont venus chez nous, on dit que nous étions inaptes et l'ont emmenée. Emily a appelé immédiatement. Je suis Emily. Merci beaucoup de m'avoir contacté. Je suis Ethan. Honnêtement, je ne voulais plus m'impliquer, mais quand j'ai vu le nom de Thompson, j'ai eu des frissons. Que s'est-il passé? Nous avons adopté Ava. Elle était très silencieuse, regardait beaucoup vers le bas, souriait rarement, mais nous l'aimions vraiment. Pourquoi l'ont-ils reprise? Ils ont dit que nous avions violé le protocole, mais ils n'ont jamais clarifié. Ils nous ont juste tendu des papiers et nous ont demandé de signer. Et vous l'avez fait? Ma femme a pleuré si fort qu'elle ne pouvait plus respirer. J'ai signé. Tout s'est passé en 15 minutes. Avez-vous gardé quelque chose?
Photos, messages. Ils nous ont dit de tout supprimer, mais il y a une chose. Ethan a sorti son téléphone, est allé dans un album caché et a montré à Emily une photo. Ava, assise sur un canapé, tenant une poupée à un bras. Avait-elle des cicatrices? Oui, sur son épaule et une longue dans le dos. Quand nous avons demandé au centre, ils ont dit que c'était suite à une chute. Comment une coupure profonde pourrait-elle provenir d'une chute? J'ai demandé ça aussi. Ils ont ri et ont dit que je n'étais pas un expert médical. Emily a pris des notes. Ava retirée après 3 semaines. Motif, violation peu claire. Cicatrice suspecte. Elle a continué ses recherches et est tombée sur un ancien commentaire de forum posté l'année dernière par une utilisatrice nommée Amelia T84. Personne ne m'a répondu, mais j'espère toujours. Quelqu'un a-t-il déjà adopté une fille nommée Isabella de Phoenix? Ils ont dit que j'avais tort et me l'ont enlevée, mais personne ne répond à mes lettres. Je veux juste savoir si elle est vivante ou morte. Bonjour, c'est Emily. J'ai trouvé votre ancien commentaire à propos d'Isabella. Isabella? Oh mon Dieu, qui êtes-vous? J'enquête sur des cas comme le vôtre. Je crois que Mia, ma fille, a aussi été une victime. Ils ont dit que j'étais folle. Ils ont envoyé un médecin chez moi. Ils m'ont menacé si je ne signais pas les papiers de retour. Ils me poursuivraient en justice. Avez-vous des dossiers? Ils ont tout pris, mais j'ai encore une photocopie. Je l'ai gardée dans la poche de mon manteau pendant 2 ans. Je n'ai jamais eu le courage de la jeter. Pourriez-vous me l'envoyer? Si vous faites vraiment quelque chose pour aider ces enfants, je le ferai. Cette nuit-là, Emily a reçu un email d'Amelia. Y était jointe une photocopie du dossier d'Isabella ainsi qu'une note manuscrite. L'enfant somnambule a un jour crié dans la nuit, « Ne me prenez pas au sous-sol ». Emily l'a imprimé et l'a placé à côté des dossiers d'Ava et de Mia. Maman, qu'est-ce que tu fais? J'essaie de savoir si quelqu'un a déjà été comme toi. Comme moi? Qu'est-ce que tu veux dire? Des enfants qui ont été blessés mais qui sont courageux, tout comme toi. S'ils te prennent, que dois-je faire? Personne ne va me prendre. Je suis plus forte qu'ils ne le pensent. Le lendemain, Emily a invité Charlotte chez elle. Regarde ça. C'est Ava. C'est Isabella. Toutes deux ont disparu du système quelques semaines seulement après leur placement. Pour la même raison. Emily, ce n'est plus une simple suspicion. Je dois trouver ces enfants. Je dois savoir qu'ils sont vivants. As-tu envisagé d'aller à la police? Je n'ai pas assez de preuves. Ils me traiteraient de paranoïaque. David Thompson sait comment enterrer chaque rapport. Alors quelle est la prochaine étape? Je veux retourner au centre, pas pour le voir lui. Je veux trouver quelqu'un à l'intérieur. Une semaine plus tard, Charlotte a appelé avec des nouvelles. Je connais une étudiante qui a fait un stage au centre. Elle s'appelle Sophia. Elle est actuellement en train d'écrire une thèse sur le système de protection de l'enfance. Va-t-elle me parler? Elle a accepté, mais seulement dans un lieu public, à la bibliothèque municipale. Vous êtes Sophia? Oui. Vous êtes Emily? Merci d'avoir accepté de me rencontrer. Pour être honnête, j'ai porté un traumatisme depuis mon stage. Des enfants disparaissaient tout simplement et leur dossier était vide. Connaissez-vous Mia? Ce nom me dit quelque chose. Je me souviens d'une fille très douce et calme. Une fois, elle s'est évanouie dans la salle de bain. Je l'ai signalé mais on m'a dit de me taire. Qui vous a dit ça? La responsable des soins. Mais en fait, tout venait de Thompson. Vous souvenez-vous d'Ava ou d'Isabella? Pas Isabella. Ava? Oui, je me souviens. Elle avait une longue cicatrice dans le dos. Une fois, elle a dit, si je dis la vérité, ils m'enverront dans l'endroit sombre. L'endroit sombre? J'ai demandé où c'était et elle est juste devenue silencieuse. Y a-t-il un sous-sol au centre? Je ne suis pas sûr, mais il y a une vieille salle de stockage toujours fermée à clé. Seul Thompson a la clé. Pouvez-vous m'aider à y entrer? Je ne peux pas, mais je connais quelqu'un qui y nettoyait avant. Il s'appelle Marcus. Il se souviendra peut-être de quelque chose.
Emily a écrit le nom de Marcus dans son carnet. Avant de partir, elle a regardé Sophia. Vous avez été courageuse de me rencontrer aujourd'hui. Je ne peux pas rester silencieuse quand je pense aux yeux de ces enfants. Je ne peux pas me pardonner. Je ne laisserai pas cela disparaître. Cette nuit-là, Mia était dans les bras d'Emily. Maman, j'ai dessiné un rêve aujourd'hui. Puis-je le voir? Je me suis dessiné debout avec d'autres enfants. Ils avaient tous du ruban adhésif sur la bouche. Et toi? Je tenais des ciseaux. Tu voulais couper le ruban adhésif? Oui, parce que si quelqu'un parle, personne n'est plus emmené dans l'endroit sombre. Emily la serrait fort. Dehors, par la fenêtre, la nuit de Phoenix exhalait doucement. Je promets que nous ne laisserons plus personne aller dans cet endroit sombre. Ni toi, ni moi. Madame Emily Smith, M. Thompson vous a invité au centre pour clarifier certaines questions relatives aux soins de Mia. J'irai, mais cette fois je veux amener quelqu'un avec moi. Désolé, la réunion est réservée aux tuteurs. Je comprends. Je serai prête. Centre de protection de l'enfance. Une petite pièce avec des rideaux marrons, une longue table de réunion en bois. David Thompson était assis au bout, les mains jointes, l'expression calme comme le premier jour où ils se sont rencontrés. Madame Smith, je vous ai demandé ici car nous avons reçu des rapports indiquant que vous avez diffusé des accusations infondées concernant le centre. Je ne diffuse rien. Je cherche la vérité. Ce que j'ai vu sur Mia ne peut être ignoré. Et votre manière de chercher la vérité implique de contacter d'anciens parents, de passer des appels non autorisés, de fouiller des dossiers pour lesquels vous n'avez pas d'autorisation. Est-ce ce que vous appelez protéger l'enfant? J'appelle protection ce qui empêche les mauvaises personnes de faire du mal aux enfants à nouveau. Soyez prudente avec vos mots. J'ai été très prudente. Vous devriez l'être aussi, car j'ai toutes les preuves. Je pourrais recommander une réévaluation de vos droits de garde si je vous trouve peu coopérative avec le système. Alors je porterai cela au public, aux médias, au tribunal. Ce que vous faites, c'est vous isoler, Madame Smith. Les personnes qui ont essayé de nuire à la réputation de cette organisation. Aucune n'a bien fini. Emily s'est levée, l'a regardé droit dans les yeux. Vous êtes peut-être bon pour effacer les dossiers, Monsieur Thompson, mais je nettoie la vérité, et la vérité colle plus longtemps que l'encre. Cette nuit-là, Emily est rentrée chez elle. La porte d'entrée montrait des signes d'effraction. Elle est entrée, a appelé, Mia, où es-tu? Dans la salle d'art. As-tu vu quelqu'un d'étrange passer? Non, mais j'ai entendu quelque chose comme un chat gratter la porte. Emily s'est dirigée vers la porte arrière. La serrure était rayée, montrant des signes de tentative d'effraction. Son cœur battait la chamade. Elle a attrapé son téléphone et a appelé Charlotte. Charlotte. Quelqu'un a essayé d'entrer chez moi. Mon Dieu, tu vas bien? Je vais bien, mais je commence à me sentir surveillé. Tu as besoin d'aide juridique. Je connais un avocat, Joseph Miller. Dur, mais il croit en la justice. Je vais lui envoyer un message. Le lendemain matin, dans un café du coin, un homme d'une quarantaine d'années vêtu d'un costume sombre a serré la main d'Emily. Je suis Joseph. Charlotte m'a dit, vous avez besoin de quelqu'un qui peut gérer des gens comme Thompson. Je n'ai pas beaucoup d'argent pour engager un avocat privé. Je ne fais pas ça pour l'argent. J'ai perdu ma nièce à cause d'un cas d'adoption raté, alors racontez-moi tout. Emily a tout raconté, de sa rencontre avec Mia aux cicatrices en passant par les autres filles disparues. Joseph a pris des notes silencieuses. Avez-vous des copies de tout ça? Oui. Sur un disque externe et une sauvegarde dans le cloud. Bien. À partir de maintenant, je vous suggère de limiter le contact avec le centre. Ils cherchent une excuse pour vous coincer. Je n'ai pas peur d'eux. Le courage est bon, mais nous avons besoin de stratégie. Thompson n'agit pas seul. Il a un réseau. Ce soir-là, Emily pliait des vêtements pour Mia lorsque le téléphone fixe a sonné. Une étrange voix masculine grave. Emily Smith. Qui est-ce? Si vous voulez garder cette fille, restez silencieuse. Cela n'a rien à voir avec vous. Qui êtes-vous? Quelqu'un qui a trop vu.
Faites attention quand vous allumez les lumières la nuit. Parfois, elles ne s'allument pas. L'appel s'est terminé. Les mains d'Émilie tremblaient. Elle a serré le téléphone comme un bloc de glace. Mia est entrée de l'autre pièce. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Rien, ma puce. Juste un mauvais numéro. Au cours des 3 nuits suivantes, Émilie a reçu d'autres appels anonymes. Certains silencieux, certains juste des respirations. Une nuit, la sonnette a retenti à 3 heures du matin. Personne n'était là. Mia a commencé à avoir du mal à dormir. Elle se réveillait souvent en pleurant, murmurant « Ils sont de retour. Maman, ils sont de retour. » Le mercredi matin, Émilie a trouvé une note glissée sous la porte. Chaque mot que vous prononcez est un pas de plus vers la reprise de la fille. Surveillez votre bouche. Émilie a apporté la note à Joseph. Gardez ça. Je vais faire une analyse d'écriture. Peut-être que nous tracerons quelque chose. Je me fatigue, Joseph. Ils n'ont pas besoin de violence. Ils ont juste besoin de me faire perdre la tête. Vous n'êtes pas folle. Vous êtes la plus saine d'esprit de nous tous. Mais ils veulent vous faire vous sentir seule. J'ai l'impression de combattre une bête à 10 têtes. Et chacune d'elles sent l'argent, le pouvoir et la peur. Un vieil ami d'université nommé Daniel a refusé d'aider quand Émilie l'a contacté. J'ai travaillé dans les services sociaux. Je connais Thompson. Il a des liens avec les autorités municipales. Vous ne pouvez pas gagner. Je n'ai pas besoin de gagner. J'ai juste besoin de protéger ma fille. C'est peut-être exactement ce qui vous la fera perdre. J'accepterai ce risque. Le lendemain, quand Émilie a récupéré Mia de son cours d'art, la professeure a murmuré « Mia n'est pas concentrée ». Elle n'arrête pas de regarder par la fenêtre, murmurant quelque chose. A-t-elle dit quelque chose de précis? Juste une phrase, ils savent que je dessine. Cette nuit-là, Émilie s'est assise à côté de Mia pendant qu'elles dessinaient ensemble. Qu'est-ce que tu dessines? Une maison avec un grand verrou sur la porte. Pourquoi le verrou? Pour les garder dehors. Je ne veux pas aller au sous-sol. As-tu déjà vu le sous-sol? Je ne suis pas sûr, mais j'ai une fois rêvé qu'il m'y traînait. Mes mains étaient attachées et ils ont dit « encore une mauvaise ». Qui a dit ça? Je ne sais pas. Leur visage était couvert. Le lendemain matin, Joseph a appelé. J'ai de mauvaises nouvelles. Un dossier lié à Isabella, celui dont vous m'avez parlé, vient d'être supprimé illégalement de la base de données des services sociaux. Thompson, très probablement. Et maintenant, ils utilisent la loi pour couvrir leurs traces. Alors nous devons agir plus vite. Je suis d'accord, mais nous avons besoin d'un coup dur. Je pense à quelque chose. Une lettre publique avec tout ce que j'ai. Vous vous exposerez. Êtes-vous prête? Si le prix est la justice pour Mia et les autres enfants, je suis prête. Mia, aujourd'hui je t'emmène rencontrer une de mes amies. Elle s'appelle Grace. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est très douée pour dessiner. Tu peux dessiner tout ce que tu veux et elle le comprendra. Comme des bandes dessinées presque, mais ce sont des histoires vraies. Des histoires du cœur. Le studio de Grace Brown se trouvait au 3e étage d'un petit immeuble près de la place de la ville. À l'intérieur, il n'y avait pas de table d'examen, pas de machine, juste un espace chaleureux avec un éclairage jaune doux, des toiles blanches accrochées au mur, des bibliothèques en bois et des centaines de crayons de couleurs soigneusement rangés. Grace, environ 35 ans, avec des cheveux légèrement bouclés et une voix douce, a souri à Mia. « Bonjour, Mia. J'ai entendu dire que tu dessinais magnifiquement. Je dessine juste. C'est déjà magnifique. Asseyons-nous ici. D'accord. J'ai du papier et des couleurs prêts. » Mia s'est assise et a ouvert la boîte de couleurs. Émilie est restée silencieuse dans un coin, observant. « Mia, qu'aimerais-tu dessiner aujourd'hui? » Je veux dessiner une maison. Une maison de ton imagination ou une vraie? Une maison où je ne suis pas enfermé. Alors vas-y et dessine-la. Grace n'a rien demandé de plus. Elle s'est simplement assise à proximité, regardant Mia dessiner. Ses coups de crayon ont commencé lentement, puis sont devenus plus rapides.
Un toit rouge, des fenêtres rondes, 2 figures côte à côte, une grande, une petite. Qui sont ceux? Moi et maman. C'est merveilleux. Tu veux dessiner quelqu'un d'autre? Oui, encore un. Mia a pris un crayon noir et a dessiné une très grande figure sans visage, de longs bras et quelque chose dans sa main qui ressemblait à un fouet. Qui est cette personne? Je ne sais pas le nom. Que fait-il? Il se tient devant le placard. Je suis à l'intérieur. Quel placard? Un froid, mais pas vraiment froid. C'est sombre. Très sombre. Combien de temps es-tu resté là? Je ne me souviens pas. Mais quand je suis sorti, ma chemise était toute mouillée. Émilie est restée figée. Elle a regardé Grace. La spécialiste a fait un léger signe de tête et a sorti une autre feuille de papier. Mia, peux-tu me dessiner cet endroit? D'accord, mais ne lui dis pas. Personne ne dira rien ici. Tu peux garder des secrets si tu veux. Mia a commencé à dessiner une pièce, une armoire en bois. Dessus, elle a écrit quelque chose du mieux qu'elle a pu, ces deux. Tu te souviens de ces lettres? Oui. J'ai jeté un coup d'œil une fois. Il y avait ces 2, ces 3, ces 1, comme des numéros de maison. Qui y vivait? Personne. C'était un endroit où il te mettait quand tu étais méchante. Grace n'a pas posé d'autres questions. Elle s'est tournée vers Émilie. Nous aurons besoin de plus de séances, mais il est clair que Mia n'invente rien. Ce sont des images mémorielles de traumatisme. Je la crois. Pensez-vous que nous pourrions utiliser ces dessins comme preuve? En partie, mais nous aurons aussi besoin de témoignages verbaux. Je commencerai à enregistrer ces histoires. Soyez prudente. Ils ne resteront pas silencieux. Ils ne l'ont pas fait. Mais je suis toujours là. Cette nuit-là, Émilie a demandé, tu es fatiguée, ma puce? Non, maman. Tu veux me parler davantage des fois où tu as été punie? Ce n'était pas toujours des punitions. Parfois, il m'enfermait juste. Est-ce que quelqu'un d'autre a vécu la même chose? Oui, Lily. Ils l'ont emmenée. Personne ne l'a revue. Lily était ton amie. Elle dormait dans la couchette du bas. Je dormais dans celle du haut. Te souviens-tu de son visage? Elle avait les cheveux courts, les yeux gris. Elle pleurait plus que moi. Alors ils l'ont emmenée plus tôt. Comment l'ont-ils emmenée? Il y avait une porte arrière. Au-delà, il y avait un escalier qui descendait. Qu'y a-t-il en bas? Je ne sais pas, mais il y avait des bruits de pleurs. Émilie a senti un frisson lui parcourir l'échine. Elle a doucement serré la petite main de Mia. Te souviens-tu de la personne qui a emmené Lily? Il était vêtu de noir. Ne parlait jamais, faisait juste des signes. Si tu criais, tu recevais des coups. As-tu déjà été frappé? Une fois, quand j'ai appelé Lily, ma sœur. Pourquoi t'ont-ils frappé? Ils ont dit, il n'y a pas de frères et sœurs ici, seulement du stock restant. Émilie a serré sa fille fort, des larmes silencieuses coulant. Le lendemain, elle a rencontré Joseph et a raconté toute la séance d'art. Il était stupéfait. Nous avons besoin que cette histoire soit enregistrée. Je peux aider à l'éditer et à en faire une déclaration formelle. Je demanderai à Grace d'aider Mia à la raconter le plus naturellement possible. Et je pense à autre chose. Qu'est-ce que c'est? Thomson avait des contrats avec une ONG axée sur les enfants. Si nous pouvons trouver d'anciens sponsors et leur montrer ce que Mia a décrit, nous pourrions ajouter de la pression médiatique. Je suis d'accord. Plus nous touchons d'oreilles, plus il est difficile de nous faire taire. Cet après-midi-là, Émilie a reçu un email d'Aria, l'ancienne famille d'accueil de Lily. Je pense que la fille que Mia a mentionnée était ma Lily. J'ai encore un journal où elle a dessiné une armoire marquée C1. Je vous enverrai un scan. Le dessin a fait frissonner Émilie. L'armoire ressemblait exactement à celle de Mia avec un grand homme tenant une corde. Ce soir-là, Émilie a demandé à Mia, sais-tu ce que signifie stock restant? Pas vraiment, mais je pense que ce sont les enfants dont personne ne veut. Qui t'a dit ça? Une dame nommée Evelyne. Elle nous détestait. Est-elle toujours au centre?
Je ne sais pas. Je ne l'ai pas vue depuis longtemps. Émilie a noté le nom d'Evelyne. Demain, elle demanderait à Sophia, la stagiaire, si quelqu'un de ce nom avait déjà travaillé au centre. Émilie est restée éveillée toute la nuit. Elle a passé en revue chaque enregistrement, chaque dessin, chaque coup de crayon, chaque mot gravé dans son esprit comme une lame. Elle a murmuré, « Si personne ne te croit, je serai ta première voix. » Lors de la session suivante avec Grace, « Mia, aujourd'hui j'aimerais que tu me racontes un jour dont tu te souviens le plus. » Un jour de pluie. Pourquoi t'en souviens-tu? Parce qu'un nouveau garçon est arrivé. Il s'est assis à côté de moi, mais le soir il a été mis dans l'armoire C3. Le lendemain matin, il était parti. Quelqu'un a-t-il posé des questions à ce sujet? Non, mademoiselle Evelyne a dit. C'est une leçon pour les bavards. Émilie s'est levée, la voix tremblante. Te souviens-tu de son nom? Oui, Matthew. L'as-tu vu se faire mal? Non, mais je l'ai entendu crier, maman. Beaucoup. Grace a tout noté et a regardé Émilie. C'est un témoignage critique. Il pourrait servir de preuve légale. Pensez-vous que les gens le croiront? S'ils ont une conscience, ils le doivent. Cette nuit-là, Mia a fait un autre dessin et l'a tendu à Émilie. Je t'ai dessiné avec une grande bouche. Une grande bouche pour parler pour nous tous. Je parlerai jusqu'à ce que quelqu'un n'écoute. Maman, je ne veux pas aller à l'école aujourd'hui. Pourquoi pas, ma puce? Je me sens fatiguée et j'ai mal à la tête comme si quelqu'un m'avait frappé. Émilie a posé sa main sur le front de Mia. Chaud? Très chaud. Elle l'a emmenée en urgence à la voiture. Elle a une forte fièvre, 39,5 degrés Celsius, 103,1 Fahrenheit, probablement due au stress et au manque de sommeil. C'est grave? Pour l'instant, non. Mais elle a besoin d'un repos total et d'aucun déclencheur émotionnel. De retour à la maison, Émilie a doucement placé Mia sur le lit. La petite fille était délirante, marmonnant, « Maman, ne les laisse pas me prendre. Ne les laisse pas me traîner en bas. » Émilie n'a pas quitté le chevet de Mia de toute la journée. Quand Joseph a appelé, elle n'a dit qu'une phrase. « Je ne vais nulle part aujourd'hui. » Mia brûle de fièvre et m'appelle dans son sommeil. Je comprends, mais il y a quelque chose que vous devriez savoir. Evelyne, la femme que Mia a mentionnée, était coordinatrice interne au centre. Elle a quitté le système il y a 2 ans pour des raisons personnelles. Juste après la disparition de Harper, très probablement. Je ne quitte pas ma fille, mais trouvez-moi son adresse. J'irai quand Mia ira mieux. Nuit. Le vent hurlait doucement par la fenêtre. Mia était toujours fiévreuse, mais elle serrait la main de sa mère. Ne me quitte pas, maman. Je suis là. Personne ne t'emmène nulle part. S'ils viennent, crieras-tu? Je hurlerai si fort que le monde entier entendra. Émilie a ouvert son ordinateur portable. Chaque document, chaque enregistrement, chaque photo de blessure, dessin, extraits vocaux de Mia, témoignages d'Aria, Sophia, Ethan, tout dans un seul dossier. Elle l'a renommé « Mia preuve, jamais à enterrer ». Le lendemain matin, Mia se sentant mieux, Émilie s'est assise avec Joseph dans un café du coin. J'ai écrit une lettre publique, pas seulement pour Mia, mais pour tous les enfants qui ont perdu leur voix. Êtes-vous prête? Une fois que ce sera publié, tout changera. Vous aurez du soutien, mais la pression augmentera décuple. J'étais prête dès l'instant où Mia a dit « Je vais me faire mal si je prends un bain ». Je vous aiderai à la distribuer aux médias, aux groupes de défense des droits humains et aux plateformes sociales. Nous avons besoin d'un grand coup. Émilie est rentrée chez elle, a ouvert son ordinateur portable et a commencé à rédiger un nouveau message. Elle a tapé « Je suis Emily Smith. Je suis la mère d'une petite fille de 7 ans nommée Mia, qui a vécu sous le système que nous pensons protéger les enfants. Mais le corps de Mia est une carte de tout ce qui était caché. Les cicatrices, la panique quand quelqu'un lui touche l'épaule, les pleurs la nuit, maman, ne les laisse pas me prendre. J'ai trouvé d'autres enfants, comme Mia, Ava, Isabella, Harper. Ils n'ont pas disparu. Ils ont été réduits au silence, déplacés comme des marchandises défectueuses. Voici les preuves. Voici la vérité.
C'est la voix d'enfants qui n'ont jamais été entendus. Je n'ai plus peur, et vous ne pouvez plus le cacher. Elle a joint des photos de blessures, des dessins de Mia, des extraits audio. Puis elle a cliqué sur Publier. 3 minutes plus tard, une notification est apparue. Sans partage. 15 minutes plus tard, 2400 partages. 1 heure plus tard, le message était en tendance nationale. Le téléphone d'Émilie a sonné. C'était Joseph. Vous l'avez fait. Mon Dieu. Les médias nous contactent. Save Children International vient d'appeler. Ils veulent vous rencontrer, vous et Mia. Je ne veux pas que Mia soit sous les projecteurs. Je comprends. Ils veulent seulement offrir leur soutien, mais il y a plus. Dites-me. Un ancien membre du personnel du centre nommé Alexander vient de m'envoyer un message. Il dit qu'il a gardé des copies des dossiers des enfants qui ont été transférés pendant la période où Mia était là. Est-il prêt à témoigner publiquement? Il hésite, mais votre message a peut-être changé d'avis. Il est presque temps pour eux de baisser la tête. Ce soir-là, Émilie a ouvert la fenêtre de la chambre de Mia. L'air nocturne était frais et doux. Mia était assise sur son lit, terminant un dessin. « Maman, puis-je dessiner une personne de plus? » « Qui est-ce, ma puce ?» Quelqu'un debout sur une scène avec un microphone. « Je crois que c'est toi. » « Je n'ai pas besoin de microphone. Ma voix est déjà assez forte. »« Maman, merci de ne pas avoir abandonné. » Émilie n'a pas dit un mot. Elle s'est assise sur le lit et a serré sa fille contre elle. « Un jour, quand tu seras assez grande, tu le diras toi-même au monde, n'est-ce pas? » « Oui. Mais pour l'instant, peux-tu leur dire pour moi? » 23 heures. Un message de Charlotte est arrivé. « Émilie, tu es à la télé. » Tout le monde partage sans arrêt. Même les politiciens commentent. Nous devons enquêter. Joseph a rappelé. David Thompson vient de verrouiller ses comptes de réseaux sociaux. Mais j'ai entendu que les médias avaient encerclé le siège du centre. Combien de temps peut-il continuer à fuir? Pas longtemps. Une fois qu'Alexander aura envoyé les fichiers, la justice prendra le relais. Émilie a reçu un message d'un compte inconnu. J'étais un enfant qui a vécu là-bas. Je me souviens de Mia. Merci, maman, d'avoir parlé. Elle n'a pas pu retenir ses larmes. Sa main tremblait alors qu'elle tapait en réponse, merci d'être toujours en vie. Près de l'aube, Mia dormait paisiblement. Émilie était assise, écrivant une lettre. Elle a écrit, à ceux qui lisent ceci en silence, si vous avez un jour vu, entendu ou soupçonné et êtes resté silencieux, c'est maintenant le moment de parler. Ce n'est plus seulement l'histoire de Mia. C'est l'histoire de la justice. 6 heures du matin. La radio de la ville a diffusé un reportage spécial. Une mère nommée Emily Smith a ébranlé l'opinion publique en exposant toute la vérité sur le centre de protection de l'enfance. Son message a dépassé le 1 million de partages durant la nuit. Le bureau du maire a demandé une enquête spéciale sur M. David Thompson. Mia s'est réveillée. Elle est sortie de sa chambre tenant son dernier dessin. Elle l'a tendu à sa mère. Sur le papier, il y avait une porte grande ouverte. Derrière, un ciel plein de lumière. D'une écriture tremblante, il était écrit « Les ténèbres se sont endormies. » Émilie, allume la télé maintenant. Qu'y a-t-il, Joseph? David Thompson a été placé en garde à vue. La police a fait une descente au centre ce matin. Mia dort toujours. Attendez, qu'avez-vous dit? Ils ont trouvé une salle de stockage de dossiers qui avait été manuellement modifiée. Alexander a fourni des sauvegardes originales complètes à partir d'un serveur secondaire. Ces dossiers correspondaient au témoignage de Mia et à celui des autres enfants. Alors, ils ont assez pour poursuivre? Plus que suffisant. C'est devenu une enquête nationale. Et une dernière chose, dites-moi. La police a trouvé une liste de 5 enfants qui étaient répertoriés comme transférés vers d'autres installations, mais qui n'ont jamais été mis à jour par la suite. Nous nous en doutions et ils les ont trouvés. Sont-ils vivants? Oui. Ils sont protégés dans un refuge temporaire à 25 miles de Phoenix. Je suis en route. Je viens avec vous. Dans la voiture,
Joseph a tendu à Emily un dossier épais. C'est tout ce qu'Alexander a sauvegardé. Les noms de tous ceux impliqués dans les transferts internes. Thompson était en haut, mais beaucoup d'autres ont signé des documents, des évaluations psychologiques, même des médecins. Donc, tout le système a fermé les yeux. Pas seulement aveugles, ils ont coopéré pour retirer les enfants jugés trop difficiles ou non adaptés aux soins de longue durée. La note qu'ils utilisaient était « aucune valeur d'adoption durable ». Valeur. Comme si ces enfants étaient des marchandises défectueuses. Je veux les voir de mes propres yeux. Je dois savoir qu'ils respirent encore. Et Mia a besoin de savoir qu'elle n'est pas la seule à avoir survécu. Au refuge d'urgence en périphérie, une femme les a accueillis. Bonjour, je suis Madison. Je supervise l'unité d'hébergement temporaire. Vous êtes ici pour l'affaire Thompson, n'est-ce pas? Oui, nous aimerions rencontrer les enfants découverts ce matin. Il y en a 5, 3 filles, 2 garçons, émotionnellement instables, mais en sécurité maintenant. Entrez, je vous prie. La pièce était large avec des murs de couleur crème pâle. Les 5 enfants étaient assis en rang sur des chaises, les yeux remplis de confusion et de peur, comme si tout pouvait disparaître à chaque seconde. Emily s'est approchée. Une fille aux cheveux courts a levé les yeux. Comment t'appelles-tu? Nora. Nora. Te souviens-tu de Mia? Mia, celle qui serrait toujours un ours en peluche marron. Oui, elle a toujours cet ours. Un garçon s'est levé brusquement. Êtes-vous vraiment la maman de Mia? Oui, je suis Emily. La maman de Mia. Elle nous a dit que si elle s'en sortait un jour, elle reviendrait nous chercher. Emily n'a pas pu retenir ses larmes. Elle a tenu sa promesse. Aujourd'hui est ce jour. Joseph a passé un appel sur le champ. Enquêteur en chef, je suis au refuge d'urgence. 5 enfants ont été transférés de manière irrégulière depuis l'établissement de Thompson. Nous avons besoin d'une ordonnance de protection spéciale. Elle sera signée dans les 20 minutes. Gardez-les en sécurité. Pas de fuite. Pendant ce temps, au centre de Phoenix, les journalistes se sont massés devant les grilles. David Thompson a été escorté dans un véhicule de police, le visage figé, les lèvres scellées. Un journaliste a tendu un micro vers lui. Avez-vous quelque chose à dire sur les allégations? Je suivais le protocole. Niez-vous avoir modifié les dossiers? Tous les documents ont été approuvés par mes supérieurs. Je n'avais aucune autorité pour agir seul. Qu'en est-il des 5 enfants disparus? Je n'en ai jamais été informé. Des cris ont éclaté dans la foule. Vous êtes un monstre. Les enfants ne sont pas jetables. Rendez-leur leur enfance. David Thompson a baissé la tête et est entré dans la voiture de police. Cette nuit-là, Emily est rentrée chez elle. Mia était éveillée mais faible. Emily est entrée dans la pièce et s'est assise près du lit. Où es-tu allée, maman? Je suis allé rencontrer tes vieux amis. Ils sont vivants. Oui, tous les 5. Et Harper? Je n'ai pas encore trouvé Harper, mais les autres se souviennent très bien de toi. Alors je n'ai plus à avoir peur? Non, ma puce, tu n'as plus à avoir peur. La personne qui t'a fait du mal est en train d'être emmenée. Est-ce que quelqu'un me croit? Tout le pays t'écoute, Mia. Joseph a envoyé un message. Le procureur a accepté le dossier pour inculper Thompson et 3 complices directs. La liste complète sera annoncée demain. Le lendemain matin, les nouvelles nationales ont rapporté qu'une enquête majeure sur le système de protection de l'enfance avait été lancée suite à de graves fautes au centre de Phoenix. David Thompson a été inculpé de 7 chefs d'accusation, incluant la maltraitance d'enfants, la falsification de dossiers et les transferts illégaux. Les enfants précédemment étiquetés comme inaptes aux soins de longue durée reçoivent maintenant un traitement psychologique et une protection spéciale. La femme qui a déclenché l'enquête, Emily Smith, est saluée comme la première voix à briser le silence. Charlotte a appelé en larmes. Emily, tu l'as fait. Tu l'as vraiment fait. Je n'ai fait que ce qu'une mère est censée faire. Tu sais quoi? 12 autres familles viennent de s'inscrire pour témoigner. Elles ont dit qu'elles avaient été forcées au silence, mais maintenant elles n'ont plus peur. Plus il y a de voix qui s'élèvent, moins ils ont d'endroits pour se cacher.
tu as allumé un vrai feu au centre de protection. L'ancienne enseigne a été retirée. Un nouvel avis était en cours d'installation. Suspendu temporairement dans le cadre d'une enquête spéciale. Mia a fait un nouveau dessin. Pour la première fois, il n'y avait pas d'homme avec un fouet, pas d'armoire sombre, pas de corde, juste une petite maison, un jardin de tournesol, et à côté, d'une écriture tremblante, Maman et la lumière. Émilie a demandé, que as-tu dessiné de si beau? Mia a dit, j'ai dessiné aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a de spécial aujourd'hui? Aujourd'hui. J'ai senti la lumière du soleil dans mon cœur. Soir. Joseph et Émilie se sont rencontrés une dernière fois à l'établissement temporaire. Il a placé un dossier épais sur la table. C'est le dossier complet prêt à être transmis au procureur général. Je veux que vous gardiez la copie finale. Je ne sais pas quoi dire. Continuez simplement d'être la mère que vous avez été. C'est la meilleure chose dont ce monde a besoin. En partant, Émilie s'est arrêtée à la grille. La grille où des centaines de cris avaient autrefois été enterrés, maintenant scellés, délimités par du ruban de police. Elle a murmuré, ils ne doivent jamais être autorisés à revenir. Joseph s'est tenu à ses côtés et a hoché la tête. Nous planterons des fleurs ici un jour. Non, des fleurs, a dit Émilie doucement. Pas n'importe lesquelles. Alors quoi? Des tournesols. Il se tourne toujours vers la lumière. Tout comme Mia. Maman. Je n'ai plus peur de rêver. Vraiment? Parce que j'ai rêvé que j'étais dans un champ de fleurs. J'ai entendu des rires. Pas de fouet. Pas d'obscurité. Que as-tu pensé en te réveillant? Je veux planter beaucoup de fleurs avec toi. Une semaine après l'arrestation de David Thompson, le centre de protection de l'enfance a été définitivement fermé. Émilie a été invitée au siège temporaire du comité municipal de protection de l'enfance pour entendre la décision officielle. Joseph l'a accompagnée. Vont-ils m'accorder la pleine garde de Mia? Vous l'avez élevée, protégée, sauvé sa vie. Si le système a encore un peu de conscience, ce ne sera qu'une formalité finale. Je ne veux plus être sa temporaire. Vous êtes pour toujours, Émilie. La paperasse n'est qu'une formalité. Dans la salle de réunion principale, une représentante du comité s'est levée. Après avoir examiné tous les documents et les preuves connexes, nous déclarons qu'Emily Smith est par la présente reconnue comme la mère légale et permanente de Mia Smith. Merci. Merci beaucoup. De plus, le comité exprime sa gratitude officielle. Sans vos actions courageuses, ces autres enfants n'auraient peut-être jamais été retrouvés. Je n'ai fait que ce que toute mère devrait faire. Nous espérons tirer des leçons de cette histoire et changer la façon dont le système fonctionne. Dans le couloir, Joseph a doucement serré la main d'Émilie. Ça y est. C'est fait. Non, ça ne fait que commencer. Commencer à être une vraie mère. Mia va être si fière. Je suis fier de la voir. De retour à la maison, Émilie est entrée dans la chambre de Mia et a posé sa main sur l'épaule de la petite fille. Ma puce, j'ai une bonne nouvelle. Qu'est-ce que c'est, maman? J'ai été officiellement reconnue comme ta mère. Tu étais déjà ma maman. Oui, mais maintenant le monde entier est d'accord. Alors, puis-je avoir une carte d'identité scolaire avec le nom Mia Smith? Bien sûr. À partir de maintenant, tu es Mia Smith, la fille la plus courageuse que j'ai jamais connue. Mia a souri, le sourire le plus éclatant qu'Émilie ait vu depuis le jour où elle l'avait ramenée à la maison. Cette nuit-là, Émilie a trouvé le vieux cadre photo, la première photo de Mia au parc tenant son ours en peluche. Elle a ouvert le tiroir et a sorti le dessin de Mia, une maison, une porte ouverte et la lumière du soleil brillant dans un cœur. Maman, puis-je t'appeler maman? Tu m'appelles déjà comme ça. Non, je veux dire du fond du cœur, comme les autres enfants appellent leur maman. Alors essaie, maman. Ce seul mot a fait éclater Émilie en larmes. Dis-le encore, maman. Oui, mon bébé. Je suis là. Je serai toujours là. Joseph est venu rendre visite. Mia a couru pour l'accueillir. Oncle Joseph. Maman m'a inscrite au registre de la famille. Waouh. Ça veut dire que tu es officiellement une citoyenne maintenant, hein?
Je veux aussi un certificat de bravoure nationale. Je pense que tu l'as mérité. Joseph est entré. Émilie, je ne suis pas ici en tant qu'avocat aujourd'hui. Alors qui êtes-vous? Un ami qui est reconnaissant que vous ayez fait ce que personne d'autre n'osait faire. Je me sens toujours hanté. À cause de Lily? Oui, nous ne l'avons toujours pas trouvée. Mais grâce à Mia, grâce à vous, des dizaines d'autres enfants sont en sécurité maintenant. Je n'arrêterai pas. Mais maintenant, je vais ralentir un peu pour Mia. Une semaine plus tard, Émilie a emmené Mia à son premier cours d'art dans sa nouvelle école. Là, Mia a vu Nora, la fille du groupe des 5 enfants secourus. Mia, Nora. Les filles se sont étreintes. Plus de tressaillements. Plus de peur. La professeure a demandé, vous vous connaissez toutes les deux? Nous vivions dans un endroit avec des armoires verrouillées, mais maintenant nous sommes dans un endroit avec des fenêtres lumineuses et des tournesols. La classe a semblé perplexe. La professeure a souri et a hoché la tête. Et c'est ici que vous dessinerez le monde avec vos propres couleurs. Ce week-end-là, Émilie et Mia ont travaillé dans le jardin. Émilie a disposé les graines de tournesol soigneusement. Maman, combien devrions-nous en planter? Essaie de compter. 1, 2, 3, 10. 10 plantes. Chacune représente un enfant que nous avons aidé ensemble. Alors la prochaine fois, nous en planterons davantage car il y aura plus d'enfants qui auront besoin de nous. Il y en aura sûrement. Cet après-midi-là, Charlotte est passée. Oh mon Dieu, regarde-la. Ce sourire pourrait éclairer toute la rue. Tati Charlotte, Mia, tu es devenue le cœur de cette ville. Tout le monde parle de toi comme d'un petit miracle. Je ne suis pas un miracle. Alors qu'es-tu, ma douce? Je suis Mia. Je suis la fille de maman Émilie. Des larmes ont monté aux yeux de Charlotte alors qu'elle se tournait vers Émilie. Dieu a mis cet enfant dans ta vie. Et tu as fait plus pour elle que n'importe quel médecin, fonctionnaire ou journaliste n'aurait jamais pu faire. J'ai juste suivi un cri que personne d'autre n'osait entendre. Ce jour-là, Mia a fait un dessin grand et plein de couleurs. À gauche, une petite fille solitaire était recroquevillée dans une armoire sombre. À droite, un champ de fleurs lumineuses s'épanouissait. Entre les deux, une femme aux bras ouverts tendait la main dans l'obscurité, tirant l'enfant. En bas, d'une écriture maladroite, Mia a écrit « Merci, maman, de m'avoir sauvé ». Émilie a lu les mots et a doucement serré Mia contre elle. Elle a murmuré « Non, ma puce. Tu m'as sauvé d'une vie sans lumière ». Un mois plus tard, une lettre est arrivée du bureau du maire. Nous sommes heureux d'inviter Mademoiselle Emily Smith et Mademoiselle Mia Smith à une cérémonie honorant les citoyens qui ont eu un impact significatif sur notre communauté. Lors de l'événement, le maire s'est adressé à la foule. Certains héros ne portent pas de cape. Ce sont des mères comme Emily qui ont élevé la voix quand le monde est resté silencieux. Et certains enfants comme Mia portent non seulement des cicatrices mais aussi la force d'apporter guérison et espoir aux autres. L'auditoire s'est levé pour applaudir tandis qu'Emily et Mia montaient sur scène. Mia a pris le microphone, la main légèrement tremblante. Je veux juste dire merci, maman, de ne pas avoir abandonné, de croire en moi quand personne d'autre ne l'a fait. Après la cérémonie, une petite fille s'est approchée de Mia, âgée d'environ 6 ans, avec de grands yeux curieux. Tu es Mia? Oui, c'est moi. J'ai lu sur toi dans le journal. J'ai peur des bains aussi, comme toi avant. As-tu une maman? Pas encore, mais j'espère en trouver une comme la tienne. Mia s'est agenouillée et lui a doucement tenu la main. Tu en trouveras une. Tu trouveras une maman qui écoute, tout comme la mienne. Cette nuit-là, tandis que Mia dormait paisiblement, Émilie a ouvert un nouveau journal et a écrit « Aujourd'hui, c'était comme le vrai début d'une nouvelle vie. » Dehors, la lune brillait. Une brise douce traversait l'air. Dans le jardin, 10 petits tournesols s'étiraient vers le ciel. Et près de la fenêtre, une mère et sa fille étaient assises ensemble, main dans la main, le cœur en paix. Il n'y avait plus de silence. Le parcours d'Émilie et Mia est un rappel émouvant que l'amour et le courage peuvent faire taire la peur. Lorsque les adultes choisissent d'écouter et de défendre ceux qui n'ont pas de voix, la justice trouve son chemin. Aucune blessure ne doit être cachée. Aucun enfant ne doit affronter la douleur seul.
Et la plus grande vérité de toutes, une seule voix peut allumer la vérité. Et la lumière vaincra toujours l'obscurité, peu importe le temps qu'il faudra pour arriver. Si vous avez apprécié cette histoire, nous vous invitons à laisser un j'aime et à vous abonner à notre chaîne. Votre soutien nous motive à continuer de vous apporter des histoires émouvantes presque chaque jour. Nous sommes très reconnaissants de votre soutien. À bientôt.